Aujourd'hui, je reçois un homme dont le parcours oblige à repenser en profondeur notre rapport à la maladie, à la médecine et à la responsabilité individuelle face à la santé. Jean-Jacques Trochon n'est ni médecin, ni chercheur académique au sens classique du terme. Et pourtant, son histoire a conduit certains des plus grands spécialistes du cancer à s'interroger, à écouter, et parfois à changer de regard. À 51 ans, Jean-Jacques reçoit un diagnostic que beaucoup qualifieraient de sentence, un cancer métastatique de stade 4, avec une espérance de vie estimée à quelques années. Là où la plupart auraient subi, attendu, ou abandonné, il a choisi une autre voie, comprendre. Comprendre ce qui se passait dans son corps. Comprendre les limites des approches conventionnelles. Comprendre ce que la science disait, mais aussi ce qu'elle ne disait pas. De patient, il est devenu patient-chercheur. Avec rigueur, humilité et une détermination hors norme, il a exploré le rôle du métabolisme, de la nutrition, du microbiome, de l'immunité, des synergies entre molécules naturelles et traitements existants. Il a dialogué avec des oncologues de renommée mondiale, collaboré avec des équipes de recherche internationales, et contribué à faire émerger de nouvelles pistes intégratives dans la prise en charge du cancer. Près de 10 ans plus tard, contre toute attente statistique, Jean-Jacques est aujourd'hui sans cancer. Sans traitement lourd. Toujours en recherche. Toujours en transmission. Il a aidé des milliers de personnes à travers le monde à redevenir actrices de leur santé. Son histoire n'est pas une promesse miracle. C'est une invitation à penser autrement. À sortir des dogmes. À remettre le vivant, le terrain, le métabolisme et la responsabilité individuelle au cœur de la médecine. C'est ce chemin, exigeant et profondément humain, que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Trochon. Donc, un témoignage vous expliquer comment il a guéri du cancer. Et donc, il a aussi publié un livre, donc en français, c'est Voler contre toute attente, le parcours d'un homme vers de nouvelles voies de guérison. Bonsoir, monsieur Trochon, comment allez-vous? Bonsoir, à vous et à tous aux auditeurs. Je vais, particulièrement bien, puisque retour d'une fabuleuse conférence internationale avec de nouvelles données non encore publiées qui sont également fabuleuses. Merci. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur parce que c'est Nadia qui nous a mis en contact. Et donc, j'allais la saluer, je voulais la remercier. C'est la première fois que j'ai l'occasion de quelqu'un qui va pouvoir témoigner et d'expliquer par rapport à son vécu. Moi, je n'ai reçu que des médecins et des professeurs. Et donc, je voulais vous remercier pour ça et d'avoir pris le temps. Vous avez un agenda qui est assez chargé. Et donc, je voulais vous remercier pour ça. Avec grand plaisir. C'est vraiment, c'est devenu une mission de vie depuis un certain temps. Vous parlez de nombreux chercheurs et de médecins et je suis, depuis un certain nombre d'années maintenant en collaboration totale avec, certains d'entre eux qui font partie de l'échelle, la plus haute marche de l'échelle mondiale de la recherche. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est très important parce que pour moi, vous devrez être dans tous les plateaux télé et d'expliquer, votre histoire, parce que je pense que ça devrait être partout dans tous les médias, parce que c'est quand même quelque chose de très important, aussi bien pour moi, pour d'autres personnes, que qu'on écoute votre vécu et qu'est-ce que vous avez mis en place pour guérir et mais pas de laisser les gens comme ça dans l'ignorance et je trouve ça fortement, dommage, qu'on vous donne pas la parole plus que ça. C'est, on va dire, c'est comme ça. Heu, nous avons, une société qui est ce qu'elle est. Nous avons un système, qui est ce qu'il est. Il a le mérite d'exister et il sauve des vies. Hem, L'ensemble des chercheurs, des médecins, avec qui, je collabore aujourd'hui depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'à l'international, font un travail extraordinaire. Mais il y a, évidemment, une idée qui ressort de plus en plus, qui est, véritablement la collaboration
d'un patient avec son médecin ou du médecin avec son patient, dans les 2 sens. Et ça, c'est dit, véritablement au plus haut niveau, de la recherche clinique aujourd'hui, internationale. Donc bon, ben, je suis, je réponds aux questions qu'on me pose, naturellement, le plus souvent possible, de façon à pouvoir aider, pour ma part, le plus de personnes possible dans le monde, ce que je fais depuis, déjà, presque 10 ans, oui. Mais, c'est très fort ce que vous venez de dire, parce que vous n'êtes pas le seul, hem, de le dire. Donc vous l'avez dit qu'il y avait des médecins, il y a même des professeurs qui le disent, que j'ai reçu sur ma chaîne et qui expliquaient qu'aujourd'hui, les médecins traditionnels, n'écoutent pas leurs patients. Qui se connaît mieux? Bah, c'est le patient qui se connaît le mieux et comme vous l'avez bien précisé, on n'écoute pas le patient. Alors, c'est c'est plus on va dire, c'est pas aussi simple que ça, heu, Oui, parce que le médecin traditionnel, on va dire que ça veut rien dire. Un médecin, vous avez des médecins, qui sont tous, comme je dis, qui ont eu une formation, très technique, et à qui on apprend, de faire de son mieux pour l'être humain. Et puis, bah, parmi eux, il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'écoute à cause de leur, vécu, tout simplement, leur vécu professionnel, leur vécu, dans la vie. Et puis, il y en a d'autres, qui sont, très à cheval sur, ce qu'ils ont appris. Mais, faut pas leur en vouloir, hein. Ce sont, après tout, je me vois pas dans un cockpit, avoir, un passager qui vient me dire bonjour et qui vient me dire, ben, je vais, «Ouais, c'est bien comme vous pilotez, mais je vais vous apprendre autrement». Je vais le regarder, je vais lui dire, «De quoi je me mêle?» heu, donc c'est voilà, c'est pour ça que j'ai, ce recul, mais comme, bah, j'ai été un petit peu obligé, depuis bien longtemps maintenant, hein, depuis plus de 15 ans, 17 ans, de me plonger dans la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, la gérontologie, pour comprendre le vrai fonctionnement du corps humain. Et bien, c'est là qu'on s'aperçoit il y a des choses qu'on peut faire qui sont extraordinaires pour le corps. yes. Et ben, écoutez, on va commencer donc, bah, vous avez est-ce que vous pouvez expliquer, votre histoire, tout simplement? Bon, pour la faire rapide, j'ai eu un cancer du rein, un cancer primaire, en 2003, une tumeur de 7 centimètres, 6,9 centimètres exactement, dans le rein gauche, sur le rein gauche. Et j'ai été, j'ai été opéré en urgence parce que, ben, j'avais du sang dans les urines, mais pas juste un petit peu, c'est plutôt le contraire, un petit peu d'urine dans le sang qui sortait. C'était un peu comme ça avec, des lancements, terribles. Hem et très rapidement, bon, il se trouvait que, je me rappelle les conversations, 1 conversation avec le médecin qui m'avait opéré, le chirurgien, où, ben, voilà quoi, ils espéraient que j'ai pas de métastases rapidement, mais c'était pas gagné, quoi. Hem et puis ces métastases, et bien, je les ai eues, 9 ans après, des métastases pulmonaires. Donc, pourquoi est-ce que, j'ai eu ces métastases que 9 ans après? Peut-être parce que, j'ai, commencé à vraiment immédiatement m'instruire, concernant les dernières données, biologiques de ce qui se faisait, hein, notamment ce qu'on appelle l'angiogénèse ou l'anti-angiogénèse naturelle, puisque, ben, il y a eu, un des études qui ont été sur les premières molécules anti-angiogéniques, qui est en gros, la seule façon par laquelle une tumeur grossit, hein, une tumeur doit être alimentée, comme tout corps. Et finalement, cette démultiplication des petits vaisseaux sanguins et capillaires, heu, alimente, de façon, totalement erratique, irrégulière, les nodules cancéreux qui ont besoin de grossir. Donc c'est un peu cette forme, si on se réfère à toute
les publications aujourd'hui et tout ce qui se dit dans les journaux scientifiques, eh bien, il y a beaucoup de choses et il y avait déjà certaines choses, mais c'était un petit peu les balbutiements au départ de l'anti-angiogénèse naturelle. Donc, de contrer naturellement avec l'environnement, avec la nourriture, avec les molécules qui existent dans la nourriture. Donc, il faut les connaître, il faut apprendre à les connaître. Qui sont tout à fait très bien détaillés clairement par le docteur William Li, qui est le président de la Fondation Angiogénèse à Boston. C'est lui qui a mis en œuvre tout ça au départ. Et est-ce que voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai appliqué des choses et que ça a eu un effet? Est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est les deux? Toujours est-il que 9 ans après, j'ai eu ces métastases. Et là, eh bien, en 2 ans, on a compté jusqu'à 26 métastases du rein, donc hein, des métastases dans les 2 poumons. Heu, donc je me suis retrouvé avec le premier entretien avec devant l'oncologue qui m'a toujours suivi la première fois, avec pas n'importe quelle personne. J'ai eu une chance inouïe de tomber sur lui. Hem, C'était le chairman de l'ESMO, le président de la Société oncologie européenne, la Society Medi l'ESMO, c'est la European Society of Medical Oncology. Donc heu, il m'a écouté, ce qui est c'est déjà formidable et puis, on a travaillé ensemble dès le départ et grâce à ça et bien, j'ai eu, un répit. Donc il a accepté avant de commencer tout traitement, de m'opérer, de me faire opérer, pour gagner du temps. Parce que la biologie de ma maladie faisait en sorte que j'étais de nouveau, j'allais de nouveau avoir des métastases et beaucoup plus dans le temps. Donc, quand on est assis pour la première fois lors du premier rendez-vous avec son cancérologue et qui vous annonce qu'il n'y a pas de traitement pour vous, eh bien, c'est le choc de sa vie, puisque aujourd'hui, euh, une très grosse majorité de patients, lors de leur premier rendez-vous, il y a quasiment toujours, on évoque la possibilité de tel ou tel traitement. Ça vient aussi du fait qu'à l'époque, surtout pour le cancer du rein, euh, la chimiothérapie, en gros, ne fonctionnait pas pour mon cas à moi. Hem, il y avait beaucoup de métastases, donc on ne pouvait pas les retirer l'une après l'autre. Il n'y avait pas de chirurgie locale à faire et puis l'immunothérapie ne fonctionnait pas. Donc donc il y avait rien et donc ça a été vraiment le mot: «On ne peut que vous accompagner». Et donc ben, il a fallu que je me lance moi-même dans la recherche et la recherche, ce qu'on appelle métabolique, les interventions métaboliques, ce qui allait être pour moi, ben, évidemment, ma seule chance. Donc c'est ça ou rien. Et donc voilà comment ça s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est joué, intérieurement dans la minute qui suit? Est-ce que vous vous êtes dit, «Non, je veux pas accepter et je commence à faire des recherches» et la durée de vos recherches, ça a duré combien de temps? Alors chez moi, ça a été immédiat. Ça a été branle-bas de combat. Donc soit je laisse tomber et j'accepte la finalité de la chose, soit je mets tout en marche pour heu, penser et réfléchir et appliquer ce qui était déjà bien avancé en termes de recherche métabolique. Donc c'est là que j'ai fait connaissance de certains des chercheurs qui ont joué un rôle absolument formidable pour mon rétablissement.
Je nomme donc docteur William Li, qui est le président de la Fondation Angiogenèse à Boston, Walter Longo, qui est le biologiste aujourd'hui, peut dire le plus avancé sur les recherches de la restriction calorique, du jeûne, on peut l'appeler comme on veut, sur, le recette, finalement de notre épigénétique, de notre génome et le recette de nos cellules, hem et le professeur, Thomas Seyfried, qui est, lui aussi dans les environs de Boston, très avancé dans les études, du ce qu'on appelle du cétogène. Mais le cétogène, il faut faire très attention à ce mot-là parce qu'il y a des le cétogène, il peut être employé à toutes les sauces. Il peut être utilisé comme un protocole, en médecine. Or, ça peut pas être un protocole, ça doit forcément être adapté, au métabolisme, d'une personne, d'un patient. Hem, donc puis il y a l'étude évidemment de tout un tas de molécules, heu, la plupart, naturels et puis des vieux médicaments, dont on parlait déjà à l'époque, qui étaient déjà utilisés par, des hôpitaux, des chefs de clinique, sur, un nombre de patients toujours, plus important. Donc il a fallu, que je fasse un travail de fond, pour, comprendre, faire le ménage de, ce qui était du on dit que et puis, ce qui donnait déjà, heu, matière à publication. Hem, donc ça ne veut pas dire des études randomisées, parce que dans la plupart des cas, il y aura, pour ainsi dire, jamais d'études randomisées avec ce genre de choses puisque ça n'intéresse pas, heu, le monde de l'oncologie aujourd'hui, donc voilà, ça a été, j'avais pas le choix et finalement on se retrouve souvent, heu, dans ce cas-là aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe autour de nous avec, des milliers de patients. Il arrive un moment où il y a plus rien. Il y a plus rien pour eux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber ou, on commence à réfléchir, comme on dit en anglais, to think outside the box, on pense en dehors de la boîte et c'est précisément ce que j'ai fait. Mais votre médecin là, au départ, il vous a donné, une durée de vie? Oui, parce que je lui ai demandé et donc on va le nommer, hein, puisqu'il est aujourd'hui, Bernard Escudier. C'est un être humain absolument incroyable, docteur Bernard Escudier, qui est aujourd'hui, le médiateur de Gustave Roussy, pour l'avoir, emmené, en tant que pilote, une fois retrouvé ma licence, dans certains endroits et pour avoir, facilité, on va dire sa montée à bord on va dire d'avoir un welcome, voilà gentil, de la part de l'équipage, sur de très, très nombreuses destinations, de très nombreux vols. Il volait presque plus que moi, on va dire et il était reconnu respecté à ce point dans le monde, heu, où, il allait faire, des conférences partout, et puis il revenait à l'Institut Gustave Roussy où il voyait des patients et donc c'est un très, très grand monsieur, hem qui, qui a, accepté finalement, très vite, de, partager avec moi et de travailler avec moi et c'est, aujourd'hui son travail de médiateur. On en a encore parlé il y a une semaine, puisque, je me suis retrouvé dans son bureau. J'ai été le voir, le saluer, dans son bureau il est, totalement en faveur de ce partage d'informations et de travailler avec le patient parce que le patient, heu, il a besoin d'avoir un mental et il a besoin, d'avoir, un espoir, un Un soutien, mais soutien? finalement cette, cet échange finalement entre l'oncologue et son patient, c'est un soutien formidable. C'est le premier soutien.
et j'insiste sur ce plan-là parce que, heu, lorsqu'on a, au mois de le 21 septembre 2017, c'est ma chaîne YouTube, Rethinking Cancer 2017, Repenser le cancer 2017. Hem, nous avons, co-organisé cette, conférence qui était la plus grande conférence organisée dans le monde à ce jour, de l'impact que pouvait avoir la recherche finalement, voir si comment, les interventions métaboliques pouvaient jouer un rôle. Et évidemment, avant de pouvoir organiser ça à l'Institut Gustave Roussy, centre leader européen, hein, c'est pas seulement il est en France, il est à Villejuif, mais c'est le premier centre européen. C'est un centre, absolument fan le travail est fantastique à l'intérieur, le travail de recherche, en particulier. Donc le directeur général de Gustave Roussy était un Néerlandais à l'époque, du nom d'Alexander Egermont, l'ex. Et lui a été enchanté par, cette démarche. Et d'ailleurs, il l'a dit sur scène, il a été enregistré devant la presse, devant tout le monde, en disant: «C'est probablement le futur de l'oncologie». L'impact que peut avoir, hem, la relation, la bonne relation entre le cancérologue et son patient ou inversement, sur le mental du patient. Donc voilà, c'est resté ancré en moi et je le partage à tout le monde finalement. C'est vrai que c'est important le partage, et puis du soutien. Il en faut beaucoup du soutien parce que c'est vrai que, on n'en fait pas assez. Et est-ce que le rôle de votre, passé de sportif et de pilote et votre discipline, ont joué un rôle, de manière, d'aborder ce choc? Alors, déjà, bon, on est comme on est. J'ai un mental, qui est peut-être, à toute épreuve, ou presque, c'est possible. Hem, En tout cas, on peut pas faire sans, volonté, très forte volonté de vouloir s'en sortir et de tout faire pour vouloir s'en sortir, pour s'en sortir tout court. Donc, hem, c'est vrai que mon passé de sportif, de haut niveau, on va dire entre guillemets, au niveau, junior, notamment, hem, a fait que, ben, j'étais un gagnant, j'aimais pas perdre. Donc ça m'a sûrement aidé et puis, c'est là que déjà on commençait à parler de l'exercice, à quel point l'exercice pouvait amener les choses. Alors il y en avait pas beaucoup qui parlaient de ça et aujourd'hui, aussi bien ou par exemple les chirurgiens, heu, il y a déjà plusieurs années, il y a encore plusieurs années ne parlaient jamais de ça, n'y croyaient pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chirurgiens qui parlent justement de l'importance de l'exercice, avant, une chirurgie. Hem, donc on sait également, ce que cet exercice, peut apporter, pour, l'aboutissement, de d'une guérison finalement. Tout à fait. Et du moment quand vous êtes passé du statut de patient, passif à celui de patient chercheur, hem, quel a été le tout premier choix concret, que vous avez fait, contre les avis médicales? Alors, je n'ai jamais été, contre l'avis médical. J'ai toujours pensé, que, déjà, le médical, au départ, m'a sauvé la vie. Il faut savoir, ce sont des gens extraordinaires. Le chirurgien qui m'a opéré, est c'est un chef d'orchestre, c'est le violoniste, c'est le batteur, il est tout en même temps, quoi. C'est un être formidable également, hem et qui a vraiment réalisé une espèce de miracle sur l'humain. Alors c'est pas un miracle, c'est vraiment de la chirurgie, c'est un métier, c'est, heu, enfin ce sont des interventions absolument formidables sur le corps humain. Heu
et puis après, comme je disais, ça a été beaucoup plus facile pour moi, de faire ce que j'avais à faire puisqu'il y avait rien de proposé. Donc, je n'étais pas c'était, la simplicité, c'était que, ben, heu, il y a rien, il faut que je fasse tout. Alors qu'aujourd'hui, heu, c'est plus compliqué, parce que, on offre, divers traitements, divers, protocoles et que, ben, on se pose des questions. Est-ce que si je fais quelque chose, ça va empêcher le protocole d'avancer? Est-ce que ça va, aller contre, l la réponse au traitement, ou alors, au contraire, est-ce que ça va, l'embellir? Ça va voilà. Donc, c'est pas simple, hein, c'est une question qui est difficile aujourd'hui, qui était, finalement très simple pour moi au départ. Et pendant vos recherches, quand vous avez balayé justement les on-dit, hem, toutes ces recherches que vous avez effectuées, est-ce que vous avez pris, je suppose que vous avez essayé de les tester, une par une? Hem, Comment ça s'est passé tout ce cheminement de recherche? Parce que je suppose que vous avez été aussi bien du côté des États-Unis que peut-être du côté de la Chine, vous avez été un petit peu partout dans le monde. Comment vous avez fait pour vous organiser, d'essayer de tester plein de choses? Comment ça s'est passé? J'avais pas beaucoup de temps devant moi, donc j'ai dû prendre des décisions. Alors je suis un preneur de décisions. Je l'ai été une très grosse partie de ma carrière en tant que commandant de bord, instructeur, sur les gros porteurs Air France et hem, c'était, s soit je trouvais les solutions, soit, je m'en allais et donc j'étais dans l'urgence un petit peu et il a fallu que je, j'apprenne, hem le comment j'allais pouvoir faire les choses et puis il a fallu que je m'approprie, la science et donc j'ai, eu cette idée, de contacter directement les chercheurs les plus avancés dans ces différentes, interventions métaboliques, que j'avais identifiées et je me rappelle très bien que, ben, il répondait pas une fois, il répondait pas 2 fois. Si ça prenait 10 fois, mais il répondait au bout de la 10e fois et donc c'est comme ça que ça s'est passé et aujourd'hui, la quasi-totalité des chercheurs qui ont participé à cette aventure, qu'a été Rethinking Cancer à l'IGR où on a été les chercher partout dans le monde avec l'aide, de mon président, d'Air France à l'époque, Jean-Marc Jarnéac, qui a été formidable. Et puis, la direction des hôtels Accor, opérationnels, nous ont aidés également beaucoup. Et c'est grâce à ça, finalement, un travail d'équipe que nous avons pu faire venir tout le monde. C'est comme ça que j'ai appris à les connaître physiquement. Et puis, au jour d'aujourd'hui, j'ai gardé un contact très proche avec quasiment tous d'entre eux. Et j'ai appris à connaître, l'ensemble, de ce qui était développé de la part de chacun d'eux. Ça a pris, du temps au fur et à mesure, mais comme j'étais dans l'urgence, je me suis dit: «Ben, s'il dit que ça marche, faut y aller, mais je vais le faire sérieusement et avec beaucoup de précision, donc il faut que j'apprenne» et donc j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à Et lire. et donc du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, c'est un ensemble, d'interventions métaboliques, hein, ce qui était, ce qui est expliqué aujourd'hui donc, ce dont je parlais tout à l'heure, l'anti-angiogénèse naturelle, qui est très bien expliqué. Il y a beaucoup de choses maintenant, il y a beaucoup de précisions, il y a eu beaucoup de tests faits en laboratoire sur souris, puis il y a des essais, cliniques, pas forcément pas randomisés, mais beaucoup d'études, observationnelles, on dit comme ça, hein, d'observation. Hem et
Ensuite, il y a eu, l'utilisation de la cétogénèse aujourd'hui, dont on connaît, la puissance, mais ça dépend comment on l'utilise. Elle n'est pas forcément faite pour tout le monde. Le fameux régime cétogène, je n'emploie jamais ce mot. C'est une alimentation cétogène qui doit être encore une fois adaptée au métabolisme de la personne. On voit très bien qu'elle fonctionne mieux avec une quand on parle de cancérologie, hein, avec une restriction calorique plutôt végétale, avec une restriction de protéines, surtout protéines animales. Donc, ben, on a aujourd'hui des patients, beaucoup de patients qui sont en études cliniques et même randomisés aux États-Unis, en Italie, j'ai suivi ces études et je continue à les suivre. Donc, et ils continuent à montrer que finalement, ça peut donner des résultats assez, je dirais, extraordinaires, mais stupéfiants parfois. Donc, il faut aller au bout du bout, il faut continuer à chercher parce que on n'a pas la certitude de toutes les connaissances. Euh, donc, puis il y a l'utilisation d'un certain nombre de molécules dont on parle notamment en gérontologie, comme la berbérine, comme la quercétine, comme la mélatonine. On a des chercheurs comme Russell Reiter, qui est un Américain, qui est incroyablement avancé dans toute cette recherche avec quelque chose comme 60 ans d'études sur la mélatonine, par exemple. C'est un exemple. Euh, et puis, tout ça mis ensemble, en fait, la synergie de l'ensemble de ce que j'appelle moi, et ce qu'il y a plusieurs scientifiques internationaux, un grand nombre maintenant appellent des interventions métaboliques. Donc, ça peut être un recette des cellules souches, par exemple, sur un renouvellement des cellules souches avec une restriction calorique qui va pas plus de 5 jours. Donc, on ne parle pas de jeûne complet où on improvise, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Euh, donc, il faut vraiment être suivi, savoir ce qu'on fait. Et puis, ils s'aperçoivent que finalement, il y a eu de très nombreuses études en laboratoire et sur des patients avec des prises de sang où on voyait un véritable recette métabolique, comme je dis, avec un âge biologique qui descendait. Et donc, oui, un vrai recette des cellules souches en particulier. Donc ça a été vraiment une trouvaille pour eux. Euh, ce qu'on appelle une reprogrammation euh, du, de notre épigénétique. Voilà. Et quand vous avez trouvé cette fameuse méthode et que vous avez commencé à le prendre, ça a duré combien de temps? Ça continue encore aujourd'hui. Donc, j'ai démarré grosso modo en 2012 et aujourd'hui, on est en 2025. Et je me suis jamais arrêté et ça durera toute une vie puisque aujourd'hui, je continue à faire de la restriction calorique une sorte de jeûne tous les mois qui peut aller de 5 à 7 jours. Et je suis en cétose finalement permanente où je fais du yo-yo, le niveau de cétose, hem, qui me donne une énergie qui est incroyable, que je n'avais pas lorsque j'avais 50 ans. Lorsque j'avais 45-50 ans, j'étais tout le temps fatigué. Aujourd'hui, je suis comme une pile. Donc, je continue à faire tout ça, à faire de l'exercice, à ne jamais toucher à des repas préparés. Hem, il y a des choses, toutes les huiles végétales, c'est fini.
l'ensemble, des molécules les plus, publiées en oncologie intégrative comme, effectivement, comme les oméga 3, le retrouver l'équilibre, des acides gras essentiels aujourd'hui, qui était le cas de nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, qu'on a totalement perdu aujourd'hui. Une grosse raison pour laquelle cette inflammation chronique systémique est si souvent présente dans le corps humain aujourd'hui, chez tout le monde. Pourquoi on a autant de jeunes, d'enfants, qui sont, aussi malades aujourd'hui, dont la morphologie, a totalement, dérapé, où on voit, dans certains pays plus que d'autres, mais où on voit, u des enfants, un nombre d'enfants incalculable qui sont en surpoids, voire obèses, c'est totalement anormal. Donc voilà, faut l'accepter, c'est, la trajectoire peut-être que j'appelle tout à fait déraisonnable qu'a pris, l'agroalimentaire, hem, depuis plusieurs années et que, ben, finalement avec, des facteurs de société, qui sont bien réels. La pauvreté déjà, l'accessibilité à de la nourriture, qui est, la plus saine possible, qui est de plus en plus difficile selon les endroits, selon, les moyens des gens. Donc tous ces facteurs devraient être pris en compte par, nos gouvernements. Ça, c'est une évidence pour moi, hein, parce que, bah, si on veut, moins de gens malades, il faut déjà rendre plus accessible l'ensemble de ce qui va, faire de la prévention, déjà, de santé, plutôt que de courir après une maladie. C'est clair que c'est vrai que c'est très important de faire des préventions. Des personnes qui vont regarder cette vidéo, quels conseils vous leur donnerez à un malade qui a un cancer et qui l'est perdu et qui sait plus quoi faire? Alors, c'est, pour ainsi dire, strictement impossible de donner des conseils comme ça, au hasard. Parce que, la personne en question, a, une génétique qui est la sienne, une épigénétique qui est la sienne. On ne sait pas d'où on part. Quels sont, les facteurs, heu, qui sont, les facteurs inflammatoires que la personne peut avoir, qui peuvent être cachés, heu ou certaines interventions qu'on voudrait faire pour aller mieux finalement, pourraient, avoir, des conséquences. Mmh. C'est pas donc c'est véritablement, c'est pour moi, c'est le travail d'un médecin, généraliste qui devrait avoir toutes ces connaissances c'est clair. Hem, pour eux aussi, pour leur famille, heu de façon à pouvoir, véritablement, intervenir sur les particularités du métabolisme de la personne qui est en face de vous. Il y a que comme ça qu'on peut y arriver, et surtout en ne prenant, aucun risque. Mais sinon, si la personne, elle a pas l'écoute de son médecin traitant, elle peut s'orienter vers quelqu'un d'autre pour essayer d'avoir, de l'écoute par rapport à ce que vous venez de dire. Alors il y a des médecins, enfin des soignants en France, comme ailleurs d'ailleurs, qui sont, tournés, vers, ce qu'on appelle la naturopathie, heu, les les interventionnistes en nutrition, les nutritionnistes comme on les appelle, hem, qui, sont susceptibles d'avoir, un certain nombre de ces réponses. Heu, donc ce sont des approches holistiques, qui vont intégrer, tout un tas de choses, heu, que naturellement que les patients peuvent faire, mais à condition de rencontrer la personne et de bien connaître ce qui se passe chez la personne. On ne peut pas faire ça au pifomètre, c'est pas possible. Et comment vous avez un patient comme vous, comment, vous êtes, arrivé à tisser des liens avec des chercheurs internationaux de haut niveau?
Bah, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est que, je n'avais pas le choix. Le seul choix finalement que j'avais en face de moi, c'était de comprendre, d'apprendre, de comprendre, et ce qui m'a, conduit finalement à contacter les gens que j'avais identifiés et ça a été un grand bonheur et ça a été une énorme chance de pouvoir arriver à mes fins finalement et de pouvoir, apprendre un tas de choses. C'est comme si j'avais été à l'école, sans aller à l'école lointaine. Donc en recevant, des livres, de leur part, de regarder tel chapitre, d'apprendre ce que c'était que, certaines, voies métaboliques, il y a tout un tas de choses, que ce que c'était que les mitochondries, ce que c'était que comment fonctionnait l'intracellulaire, l'extracellulaire, la fonction heu, du microbiote intestinal, de la barrière intestinale, des cellules épithéliales. Heu, il f Voilà, c'est si on ne comprend pas la base de cette biologie, bah, clairement on n'y arrive pas. Voilà. Donc Ouais. j'avais pas le choix. C'était, la destinée. Alors, quel a été le premier scientifique à comprendre votre, démarche au sérieux et pourquoi selon vous? Ben, ça a été, clairement, mon oncologue, Bernard Esquillier. Il était, si je me trompe pas, hein, il était le premier investigateur international à qui on a donné cette mission de travailler sur les premières molécules anti-angiogéniques. Hein, donc qu'on appelle, l'Avastin. L'Avastin qui est arrivé en 2003, si je me trompe pas, sur le marché. Le Sutent en 2007. Ce sont des molécules anti-angiogéniques, qu'on utilisait seul avant, mais qu'on utilise, beaucoup, aujourd'hui en synergie avec d'autres traitements. Hem et comme il y avait pas de traitement et bien, il a, il a accepté ma démarche et il il a, essayé de comprendre déjà et de travailler avec moi de façon à ce que, déjà j'ai un mental. Déjà c'est ce qu'il m'a dit, par la suite, hein. C'était très important de voir que j'y croyais quoi, déjà. Donc rien que ça, c'est déjà formidable. Ça a été le 1er véritablement et puis ensuite, ben, il y a eu, comme je dis, je les ai cités, hein, Docteur William Li, qui croyait dur comme fer puisque lui, c'est ce qu'il prêchait, c'est ce qui, Docteur William Li, il a été invité par le Vatican, pour, présider, la 1re plus grosse conférence, de l'impact de la nutrition avec un grand N, sur la maladie, à Rome. Donc c'est quelqu'un, d'extraordinairement, intelligent également, qui a beaucoup, beaucoup de connaissances et forcément, ce que je faisais, ça lui parlait puisque une grosse partie de ce que je faisais, c'était ce qu'il prêchait. Donc en fait, ces gens-là, aussi bien lui que Thomas Seyfried, Walter Longo, avec qui j'ai eu, beaucoup d'entretiens, que j'ai vus personnellement, physiquement, puisque j'allais souvent à Los Angeles en tant que pilote et le laboratoire est à 15 minutes de notre hôtel, ou était à 15 minutes, qui était le plus gros laboratoire de gérontologie aux États-Unis. C'est le directeur. Donc grâce à ma relation, particulière avec eux, eh bien j'ai pu avancer, j'ai pu apprendre et j'ai pu comprendre et j'ai pu appliquer avec une sérénité, que je n'aurais jamais eue si je n'avais pas, eu cette chance de pouvoir les rencontrer. C'est clair et est-ce que vous pensez que, le microbiote a un rôle important dans ces maladies? Quand je dis important, c'est que quand on regarde le microbiote, de nos grands-parents, qui était quand même assez développé, il y avait pas mal de choses et vu actuellement nous, le microbiote qu'on a actuellement avec tout ce qu'on a comme alimentation, la pollution,
l'eau et les pesticides et cetera. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur en plus? Alors, c'est pas que je pense, c'est C'est que sûr même. aujourd'hui, on a des preuves, scientifiques et cliniques qui sont, absolument, c'est indiscutable. J'ai par exemple, chez toutes mes connaissances, j'ai, le directeur, scientifique, de la clinique Böchinger en Allemagne, Böchinger Wilhelm Lee, qui, qui a été le directeur, scientifique de la recherche à King's College à Londres, et dont, la particularité était, la recherche sur l'impact des pesticides sur le microbiote. Donc ils ont beaucoup publié, déjà, rien que lui, mais sur la planète, il y a beaucoup d'autres gens. Donc aujourd'hui, on sait que, par rapport à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, hem, on avait tout un tas de molécules qu'on peut aussi appeler, des familles de polyphénols, de polysaccharides, heu, qui jouent, un rôle, sur la protection anti-inflammatoire en fait, qu'on connaît bien aujourd'hui, et nos grands-parents n'avaient pas à faire face finalement, heu, dans leur environnement, à l'ensemble, des pollutions dont vous parlez, des UPF, les ultra processed food, des molécules ultra transformées dont on a, éclaté, le nombre, ben, vous parlez des pesticides, des herbicides, forcément, il y en avait pas beaucoup il y a 40, 50 ans, et je parle des familles, hein, et plusieurs maintenant, il y a des tas de familles de ces molécules particulières qu'on utilise, en synergie, dont on n'a pas, du tout, connaissance à quel point c'est impactant, ce qu'il y a dans ce qu'on probablement ce qu'il y a dans l'eau aujourd'hui dont on ne sait pas, c'est pareil. Aujourd'hui, on commence à trouver des choses dont on n'avait aucune idée. On a des scientifiques aux États-Unis, en Chine, au Japon, qui, lors de prélèvements, sur, des patients décédés, des personnes décédées, trouvent, des quantités de grammes de microplastiques, dans les organes, notamment dans le cerveau. C'est là apparemment où on trouve le plus de concentration de microplastiques. Tout ça, ça n'existait pas. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait dans la société? Dans quelle société on est en train de laisser à nos enfants? C'est la raison pour laquelle, je me bats, sans arrêt, et que j'ai mis déjà en place, le programme de nutrition et de prévention, pour mes propres enfants, pour, même pour ma petite fille qui a à peine plus d'1 an, la petite fille de mon fils aujourd'hui. C'est pour tous ces gens-là qu'il faut faire ces choses-là. C'est pas, pour nous. Moi, j'ai 64 ans aujourd'hui, bon, ben, OK, je sais ce qu'il faut faire. Je le fais avec le plus de précision possible. J'essaye d'aider les autres de cette même façon, quand je peux, et j'ai l'immense chance, d'avoir, été accepté, parmi, l'équipe, la plus avancée mondialement en recherche immuno-microbio-oncologie. Hem, donc les gens peuvent aller voir ce que c'est, hein, c'est public, hein, le programme Clinicobiome aujourd'hui, c'est absolument sensationnel. Hem Et c'est, alors votre question première, c'était, est-ce que le microbiote a un impact particulier sur la maladie ou sur, l'absence de maladie ou sur, la réponse au traitement? Eh bien, clairement oui, aujourd'hui, puisque ces études ont démarré, avec, ces chercheurs internationaux, qui sont les meilleurs au monde aujourd'hui, dont on sait, et c'est public, là encore, on peut aller chercher, aujourd'hui, il ne fait aucun doute, de par les essais cliniques, aujourd'hui, d'abord en laboratoire, ensuite les souris, et puis maintenant des essais cliniques randomisés avec, des patients, à qui, on est capable, d'avoir une intervention sur le microbiote des patients pour le rendre moins inflammatoire, et regarder la réponse au traitement immunothérapie en particulier qui, devient meilleure. Donc ce sont des avancées absolument, incroyables.
dans le temps et j'ai cette chance de participer à tout ça depuis, 5 ans. J'ai été intégré au sein de cette équipe, en tant que patient, advocate. C c'est un titre qui m'a été donné comme, donc je représente un petit peu, effectivement ce que le patient pourrait faire, à les aider à de ma perspective, de la perspective du patient, à comprendre, ce que le patient peut faire et puis voir, ce qui est prouvé aujourd'hui, ce qui peut être aléatoire et me tenir au courant à chaque fois de toutes les avancées. Donc là, j'en sors, il y a une semaine, cette, fameuse conférence, internationale Immunolife où même les Américains, les Chinois étaient là, toutes les meilleures en Europe aussi. Hem Eh bien, il y a de nouvelles données qui sont non encore publiées, dont on ne peut pas parler, mais qui sont absolument fantastiques. Donc la recherche avance, laissons faire les chercheurs, et les médecins qui prennent part à tout ça. C'est formidable et puis c'est un immense espoir pour tout le monde, pour nous tous. J'espère, je le souhaite et c'est vrai que, avec Nadia, Rassamoeli et elle, le constat qu'elle fait, mais c'est pas la seule, elle voit qu'on n'en parle pas beaucoup on n'en parle pas beaucoup du microbiote Oui, et elle a pas tort et c'est vrai que c'est très important. Je crois qu'il y a maintenant, il y a même des tests, elle expliquait des tests pour voir son microbiote, comment il était. Heu, oui, J'espère que d'ici quelques années, ça sera quelque chose de courant et de classique à oui, faire. oui. Il y a aujourd'hui, il y a des choses qui se passent clairement. Donc, il y a, la concentration, de notre microbiote, avec un test de sel, j'y ai même moi, participé puisque, ben, à l'époque, ils ont voulu comprendre pourquoi j'étais aussi en forme. Donc ils ont testé mon microbiote et c'est vrai que, hem, ils se sont rendus compte tout en haut, de la recherche en Europe, que, j'avais un microbiote qui était, anti-inflammatoire à un point que alors, je ne sais plus les mots exacts, mais c'était parce qu'il y a quelques années, qu'on un microbiote qu'on n'a encore jamais vu chez un patient, aussi, anti-inflammatoire et donc, D'accord, oui, donc ça joue. On voit bien que le rôle de chacun d'entre nous est, absolument, une exigence aujourd'hui. On devrait, comme vous dites, vraiment mettre, l'accent dessus et le problème, c'est que et je l'ai déjà plusieurs fois entendu, c'est que beaucoup trop de médecins, encore aujourd'hui, n'y croient pas. Donc, la recherche continue. Parmi ces équipes, il y a des études cliniques qui sont en milieu hospitalier, en milieu enfin, en milieu clinique, qui se sont en train d'être faits, dont on prouve. Il y a des publications qui arrivent dans les plus grands journaux scientifiques et c'est une question de temps. Mais, voilà, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des patients qui n'ont pas de temps, qui ont besoin d'aide tout de suite, qui ont besoin de réponses tout de suite et ça devrait aller plus vite, mais c'est, heu, c'est comme ça, on va dire, c'est notre société, c'est comme ça qu'elle fonctionne et on l'accepte pas. Alors si on l'accepte pas, il faut faire avancer les choses. ouais, tout à fait. Alors, je vais mettre votre livre, Alors je l'ai s'il veut aussi là bien. et Flying Against the Odds, je le montre à tout le monde pour ceux qui lisent l'anglais. Hem, c'est un livre qui a été fait, véritablement pour, aider le plus possible de monde de façon très simple, autour de la planète. Donc, c'est écrit en anglais, pour pouvoir toucher le plus de personnes possible autour du monde. Amazon livre, au fin fond de l'Asie, au fin fond des États-Unis ou du Canada, de l'Europe et donc, on a vraiment beaucoup de retours, de la part, de patients qui, finalement, retrouvent une envie de se battre, retrouvent, une envie de pas tomber malade pour ceux qui sont pas encore malades, mais ce qui est formidable. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. On parlait du microbiote, il y a des tests microbiote qui sont sortis aujourd'hui, des tests sanguins
qui utilisent, des métabolites dont on ne parlait jamais, dont on vient de se rendre compte que, au plus haut niveau, international, lors des essais cliniques, on se met à regarder ces métabolites et comme par hasard, il y a un test qui est sorti qui utilise 3 d'entre eux, qui jouent un rôle fondamental dans le sang. On peut voir, l'importance ou pas, de l'inflammation au sein de notre microbiote, ce qui est remarquable. Heu, donc hem, donc c'est voilà, je mets vraiment l'accent avec ce livre sur ce que peut faire le patient de façon simplifiée. Est-ce est-ce que, depuis toutes ces années, quand maintenant vous êtes où vous participez, à des conférences et autres, est-ce que vous avez remarqué hem, que la majorité des patients restent passifs? Ou c'est quelque chose qui a changé? Même, lorsqu'on leur dit, de prendre part à leur guérison, c'est quelque chose qui est vrai ou c'est quelque chose qui est faux? C'est très variable, et ça, alors, c'est l'humain déjà et parmi nous tous les humains, il y a des gens qui veulent, vraiment prendre, leur destinée en main et puis il y en a d'autres qui font, juste confiance au système et quelquefois qui peuvent pas faire autrement, pour diverses raisons. Donc, et dans l'humain, eh bien, il y a, la peur, la peur du vide, la peur de ne pas y arriver et puis il y a, cette peur amène des blocages. On est tous pareils, hein. On est tous devant, ce genre de situation, devant ce genre d'annonce. Heu, souvent nous n'arrivons pas à réagir. C'est voilà, on prend un coup de froid, qu'on n'a jamais pris et puis on se dit: «Non, c'est pas vrai, pas à moi». Et là, voilà, c'est la route, c'est est-ce que je commence à immédiatement, faire des choses, en m'informant, en me faisant aider pour, essayer, d'avoir, le meilleur résultat possible pour moi-même, sur mon immunité, ma propre immunité et me faire aider finalement par la science, par, le système médical et des se dire qu'on va, avoir finalement la chance de pouvoir avoir des traitements aujourd'hui qui avancent, qui deviennent de plus en plus encourageants, mais qu'en faisant des choses qui vont jouer un rôle sur notre propre immunité, eh bien, on va peut-être avoir une meilleure réponse au traitement et moins d'effets secondaires. Ça, c'est beaucoup, beaucoup traité, dans le monde. Heu, on a beaucoup de publications qui sont sorties, d'essais cliniques avec des cohortes de patients, heu, où on montre effectivement, des patients qui ont moins d'effets secondaires en faisant certaines choses, heu et qui, semblent avoir de meilleures réponses au traitement également. Donc ça, c'est pas inventé, ce sont des publications par des médecins, des oncologues qui travaillent avec des chercheurs. Alors il y en a, comme je dis, il y en a quelques-uns aux États-Unis, d'autres en Italie en particulier, mais pas que. Aujourd'hui, c'est en train de s'étendre partout dans le monde. Le regard, aussi bien du côté scientifique, médecin et patient, actuellement justement pour se concentrer sur le patient. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Il y a des choses qui sont en train de se faire? Il y a ça va doucement. Je ce que je vois moi, heu comme, j'ai cette chance d'être intégré dans le milieu, c'est lent.
c'est trop lent. Hem Et je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer, mais, hem, depuis 10 ans, j'ai répondu à un très grand nombre de gens sur la planète. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui ont pris des vols d'Australie, 22 heures de vol, ont passé 3-4 jours avec moi, ils sont repartis avec un plan d'action. C'est à ce point que ces gens-là ont envie de se donner toutes les chances. C'est le désespoir. Ouais, Et le désespoir, il faut, absolument, que l'ensemble de la communauté scientifique s'en empare. Le désespoir du patient, c'est, c'est c'est terrible et ça n c'est contre-productif, pour, heu, essayer de tout faire pour avoir un résultat positif, au final. Donc hem donc je me suis retrouvé avec, parmi tous ces gens, avec un nombre de médecins malades, heu, qui, eux-mêmes avaient compris que la médecine n'avait plus de réponse pour eux. Des médecins, quelquefois des médecins spécialisés et ce sont des gens à qui, j'ai redonné espoir. J'ai en tête, plusieurs cas, heu et parmi eux, beh, il y a des gens qui sont toujours là, qui sont toujours en forme, heu, qui ont des résultats qui défient, la science. Alors, bon, comme je dis, ce sont des choses qui avancent doucement. De plus en plus de médecins s'en emparent. Il y en a qui m'ont dit clairement, bah, moi j'ai changé, de vue parce que j'ai besoin de voir que finalement mon entourage, ma famille, ait, plus de chances que ce que je connais maintenant. Ça vient des médecins. Donc moi, je les écoute. C'est quand même, surprenant au départ. Mais finalement, on est tous des êtres humains et les connaissances, qu'on a dans divers sujets, y compris la médecine, n'empêchent pas, la progression de la maladie, bien souvent, quand celle-ci est déjà particulièrement avancée. Donc, autant faire, les choses avant qu'elles se elles prennent, trop d'avance. qu'est-ce que votre oncologue a compris très tôt sur vous que d'autres, n'auraient pas, compris? C'est, simplement encore une fois, c'est lié au fait qu'il y avait rien pour moi et que quand, heu, 3 5 ans après, je me suis retrouvé dans cette situation où mon cancer était, quasiment totalement, à l'arrêt, alors que, bien, comme on s'était dit les choses, la première fois dans le bureau où je lui avais demandé: «Allez, heu» il faut dire la vérité parce que je veux savoir de quoi à partir de quoi je pars Mmh. et vers quelle direction aller et il m'avait, clairement dit que c'était une affaire de 3 à 5 ans de survie, non pas de traitement et la maladie, la progression de la maladie, la biologie de ma maladie faisait que c'était ça. Donc effectivement, bah, tous autant qu'on est, on fait la même chose, on va sur des sites. Alors moi, c'était le site de la FDA aux États-Unis. Effectivement, à 5 ans, c'était 8 de survie. Et puis à 7 ans, bah, il en restait plus beaucoup. Ça, c'était en 2012 et puis aujourd'hui, 2025, ça fait 5-6 ans qu'il y a plus rien qui bouge et donc force est de constater que, tout ça a formidablement bien marché et que, je ne dois pas rester une anecdote et c'est ce qui se passe puisque, je fais profiter,
beaucoup de gens de ces connaissances tout en et j'insiste, tout en travaillant avec la médecine. Alors, il y a les médecins sont qui accueillent à bras ouverts, ces connaissances pour diverses raisons, puis il y en a d'autres, qui sont totalement fermés. C'est comme ça, hein, Ouais, bah, oui. je je ne vais pas, hem, avoir de ressentiment particulier, envers, des gens qui ont été formés d'une certaine façon et qui veulent pas entendre autre chose, hein. C'est comme ça. Vous avez accompagné plus de 5 000 personnes? Ouais, ouais, je m'en a dépassé, mais c'est-à-dire que j'en faisais trop à un moment, mes copains médecins même m'avaient dit: «Tu ralentis parce que tu vas retomber malade». J'en faisais trop et c'était tous les jours, tous 7 jours sur 7, en plus du pilotage. Donc c'était en escale. Je répondais aux mails, je faisais des interviews avec des gens pour, voir, voilà, quel était, avec, recul, sans encore une fois, hein, toujours en se mettant du bon côté de la barrière, hein, ou en pilotage, voilà, en tant que pilote, on on fait attention, de se mettre toujours, du bon côté en sécurité des vols. Donc c'est la même chose. Il faut pas faire des choses qui ont aucun sens, qui sont pas publiées, qu'on du on dit que. Ça n'a ça n'a pas lieu d'être, c'est de l'improvisation et il y a pas de place pour l'improvisation. Et si demain, vous décidez de revenir comme vous étiez avant, c'est-à-dire de pas suivre votre protocole que vous êtes mis en place, est-ce que ça risque de revenir ou pas? Il y a quelque chose qui pourrait se passer ou pas? J'en ai la certitude et c'est il y a il y a des oncologues qui ont qui voient tout ça, qui voient des patients, qui ont fait tout ça et qui ont clairement dit, heu, que finalement, dans beaucoup de cas, les gens qui faisaient ce qu'on faisait allaient mieux que les gens qui faisaient rien et dans d'autres cas, que surtout il fallait continuer. Alors c'est beaucoup de travail, c'est un sacerdoce un petit peu. Donc il y a des gens, ils en ont assez parce qu'il y en a marre, parce qu'il y a trop de gélules, parce que, c'est trop contraignant, parce que la nutrition, c'est pas ça et finalement, la maladie, les gens rechutent, très souvent. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que, ils auraient rechuté de toute manière? On peut pas le savoir, mais toujours est-il qu'il y a maintenant un bon nombre de gens, dans mon cas, qui sont toujours là et qui rechutent pas, après plusieurs années. Mais ils continuent ce que je fais, tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à la fin. Oui, C'est quoi, beaucoup de gélules? c'est c'est un ensemble de choses. Ça On part de la nutrition, on Ouais, part de la restriction calorique, et puis, de plus en plus, il y a des oncologues qui utilisent, des vieilles molécules qui, sont nées dans les années 60, 70, 80. Et puis il y a des tas de molécules qui sont publiées en oncologie intégrative depuis bien longtemps. C'était des oncologues qui voyaient passer, tout un tas de patients pour qui il y avait pas de traitement, parce que c'était le début et donc à un moment, il y en a qui se sont dit, «Est-ce qu'on continue à accompagner les gens comme ça vers la sortie ou alors on commence à réfléchir un petit peu outside the box, en dehors de la boîte?» et et puis finalement, ils ont commencé à essayer certaines choses, mettre en place et puis ils ont, dans la littérature scientifique, tout le monde peut le trouver. Il y a des livres qui ont été publiés par certains médecins, des chefs de clinique, qui ont dit: «Ben voilà ce qu'on a fait» et finalement, quand on passe, plusieurs heures, quelquefois, je me retrouve à 3 heures du matin en train de réfléchir à je me suis réveillé et puis,
heu, est-ce que, telle molécule aurait une signification avec une autre? Et là, et puis pendant 3 heures et demie, je suis en train de lire les choses. Ça m'arrive, relativement régulièrement. Ça va être marrant, hein. Ouais, ouais, c'est pas marrant pour ma Tout femme qui est là-dedans, là, est en train de qui m'en se sur le mélanger. oui, heu, donc comme je disais, ma femme me retrouve sur le divan en se levant, pour aller aux toilettes au milieu de la nuit et me dit: «Oh mais tu fais quoi là?» Bon le Je travaille. exactement. Qu'est-ce qui vous émeut encore aujourd'hui quand vous racontez votre histoire? C'est, heu, pendant, les 4 premières années, ça a été l'enfer et à chaque fois, que j'ai un mail, un message sur les réseaux, peu importe, ça peut venir d'Inde, ça peut venir d'Australie, des États-Unis, du Canada, d'Europe, partout. Hem, des gens dans une extrême détresse et ça me ramène en arrière et je revis ça quelquefois, et j'y repense et quelquefois ça me je fais des cauchemars la nuit. C'est pour Heu, ça que vous l'avez bien dit, que votre oncologue vous a dit, même les autres, ils vous ont dit de parce que vous êtes quelqu'un de ça vous a touché et donc forcément, ce que vous avez vécu, vous voulez le partager, à tout le monde et quand ils vous ont dit: «Bah, il faudrait peut-être vous calmer un petit peu», bah, c'est plus fort que vous pouvez pas parce qu'il y a que vous qui savez ce que vous avez vécu et que vous avez envie de partager à d'autres personnes votre expérience. clairement, les gens qui n'ont jamais vécu la maladie ne savent pas de quoi on parle Tout à fait, et donc on peut donner, tous les avis qu'on veut, tant qu'on n'a pas vécu la maladie ou on vous a dit qu'il y avait aucune chance de s'en sortir, ça a aucune valeur pour moi. tout à fait. Donc voilà, si, effectivement, ben, on m'a écouté, j'ai organisé plusieurs conférences, y compris, Unicancer est descendu ici à Biarritz, pour, m'interviewer, pour me filmer, M6, heu et j'ai organisé, j'ai co-organisé ces conférences avec eux, à leur demande, avec, certains des scientifiques, les plus les plus incroyables de la planète qui étaient présents et en voulant vraiment ouvrir le livre, en voulant parler de tout ça, en voulant en voulant, voir si on pouvait aller plus loin avec tout ça. Ce sont des questions, il faut les poser et je peux pas être le seul à les poser. Il faut qu'il y ait des scientifiques de renom, heu et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois et ça continuera. Yes. OK et ben, écoutez, on va bientôt arriver, un terme à notre, interview. J'ai encore, 2 questions. Alors, je dirais que la chose la plus importante aujourd'hui, heu, pour quelqu'un à qui on annonce ce type de maladie, c'est, vouloir s'en sortir et d'être prêt à faire le nécessaire, le possible, pas le nécessaire, mais le possible pour la personne en question pour pouvoir s'en sortir. Donc éventuellement, aller chercher des réponses, qui sont, comme ça a été mon cas, heu, qui sont, une réponse qui ne remplace pas la médecine du tout, mais qui est, à utiliser, en parallèle avec les traitements. D'accord.
Ah, j'ai une dernière question. Mmh. À mes invités, je leur laisse le mot de la fin et donc bah, je vous laisse le mot de la fin. Bah, c'est déjà, à chaque fois, lorsque je réponds comme ça à quelqu'un qui qui, heu, qui a envie de savoir, heu, je réponds déjà que c'est un honneur de participer à tout ça, hem, parce que, on est une chaîne d'êtres humains, peu importe ce qu'on fait sur terre et que, l'entraide, le travail d'équipe, c'est, la meilleure façon de s'en sortir et que, on ne peut pas couper les gens de la chaîne. Pour moi, c'est une vraie catastrophe parce que c'est presque automatiquement, abaisser les chances de personnes de s'en sortir. Mmh. Et c'est vrai, c'est le lien, comme vous dites, cette chaîne, le petit grain de sable rajouté à l'autre petit grain de sable qui va faire qu'on va devenir, bah, un désert, et il faut justement partager, il faut que les médecins prennent conscience aussi. C'est vrai qu'on peut pas non plus les blâmer, ils font ce qu'ils peuvent aussi et c'est important et donc moi je voulais remercier Nadia encore une fois. Ouais, c'est une femme extraordinaire, pour moi, c'est une chercheuse, hein. Elle a fait, Oui, il faut savoir elle a été bien au-delà de la formation naturelle d'un naturopathe. Heu, Elle a fait des formations très spéciales à Paris avec, on va dire, la plus haute autorité, mondiale de la chose, du microbiote. Hem et Elle travaille également, en parlant de ses connaissances, avec, d'autres, chercheurs, d'autres pays qui amènent d'autres choses. Donc, elle va vraiment chercher l'au-delà, bien au-delà du volume, local d'information. tout à fait et puis ça se voit, comme pour vous quand vous parlez, même elle, quand je l'entends parler, on sent la passion et c'est incroyable. Ça c'est une passion, c'est une mission de vie, C'est heu, ça. pour moi, pour elle aussi, je pense, heu, mais véritablement, quand on a été, dans une situation aussi catastrophique, que la mienne, en ayant, c'est c'est l'être humain qui a été Bernard Escudier, encore une fois, le professeur Bernard Escudier qui est venu me voir, heu, sur mon lit d'hôpital à Cochin en particulier et que, plusieurs années après, il me dit: «Franchement, j'y croyais pas». Voilà, l'humain qui était là et qui a, si je peux être là, si je peux lui donner un coup de niaque, heu et bien, c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai, c'est important ce que vous dites, juste un petit coup de niaque peut faire toute la différence. C'est, enclencher véritablement la marche avant de la volonté de s'en sortir. C'est ça et après il faut trouver, il faut vraiment, ouais, c'est vrai, après c'est chacun, le voit comme vous l'avez bien expliqué, c'est compliqué, chaque personne est différente et c'est vrai que c'est très compliqué. Oui, parce qu'on a encore une fois, on a un mental qui est différent, on a des personnalités qui sont différentes, on a un environnement qui est différent, Ouais. un environnement familial, c'est quelquefois très compliqué pour les gens. Et puis, ben, l'environnement, finalement, financier puisque, Mmh. Heu, l'environnement financier, ça veut dire qu'être capable de pouvoir, se procurer certaines choses qui sont pas remboursées aujourd'hui par la sécurité sociale. La sécurité sociale, j'espère que ça va durer, mais, vu, la problématique, du financement, le gouffre, qui continue à s'ouvrir, est-ce que, nos enfants vont avoir, les mêmes chances que nous finalement avec les traitements, heu, sans avoir à régler quelque chose ou presque? Heu,
on a quand même une énorme chance dans notre pays, hein, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays comme les États-Unis. Donc il faut être conscient de tout ça et de se dire que si on peut rajouter, quelque chose qui fera pencher la balance dans le bon sens, qu'on peut faire nous-mêmes, eh bien, faut vraiment pas hésiter. Ouais. OK, merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et surtout de le partager à vos voisins. Vous restez encore quelques minutes avec moi? Oui, absolument et c'est ce que je ferai, vous inquiétez pas, je suis suivi par beaucoup de monde.